Tout est en train d'exploser, alors que Donald Trump a essentiellement poussé le monde entier à se retourner contre les États-Unis, et ce, très, très rapidement. Une diplomatie qui commence par de l'autocongratulation et se termine avec toute une région en état d'alerte, c'est du Trump pur jus. Dès le départ, on peut voir que l'Iran a lancé sa 80 vague d'attaques contre les bases et les infrastructures américaines, tout en frappant Israël. Depuis le début de cette guerre, l'Iran ne montre aucun signe de ralentissement dans le rythme de ses frappes. Pendant que Donald Trump continue d'affirmer publiquement qu'il est prêt à accepter un cessez-le-feu de 30 jours et qu'il est prêt à conclure un accord avec l'Iran, les dirigeants militaires iraniens répondent en se moquant directement de Donald Trump et des États-Unis. Toute cette situation est profondément humiliante. Quand l'autre camp répond par des missiles au lieu d'une signature, le deal in principle existe peu, être seulement dans la salle de presse. Et ce n'est pas tout. Il est aussi très embarrassant de voir que même des dirigeants militaires français, comme le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace française, Fabien Mandon, en viennent à avertir que les États-Unis deviennent de plus en plus imprévisibles et que cela touche directement les intérêts de sécurité de la France. L'allié américain surprend parce qu'il devient de plus en plus difficile à prévoir, au point de ne même plus prendre la peine d'informer ses alliés lorsqu'il lance des opérations militaires. Une alliance où les alliés doivent deviner ce que Washington est en train de faire, ça ressemble plus à un jeu télévisé qu'à une stratégie. Puis vient le président turc Erdogan, qui voit cette guerre de façon très claire. C'est la guerre d'Israël, mais c'est le monde entier qui en paie le prix. C'est la guerre de Netanyahou pour sa survie politique, mais 8 milliards de personnes en subissent les conséquences. De l'Irak à la Turquie, au Pakistan, au Liban, à l'Égypte et dans l'ensemble des pays arabes, les populations prennent la parole contre les États-Unis, surtout au moment où le parapluie sécuritaire vanté par Washington montre qu'il n'apporte aucune sécurité. Tous ces systèmes de pay-for-play, tous ces flux d'argent injectés vers Trump et sa famille, finissent par montrer que Trump n'est pas seulement un paper tiger, mais aussi quelqu'un de faible, pathétique, et qui ment continuellement à propos de tout. Vendre l'image d'un strongman pour ensuite livrer du chaos, c'est aussi une forme de publicité mensongère. Il suffit de regarder le Qatar. Ils ont acheté à Donald Trump un jet à lui, un jet privé carrément remis en main propre. Ils s'attendaient sûrement à recevoir quelque chose en retour, mais à la place, Qatar Energy a maintenant dû déclarer un cas de force majeure sur des contrats additionnels de gaz naturel liquéfié. Il s'avère donc que les cadeaux diplomatiques à l'ère Trump ne viennent ni avec garantie, ni avec stabilité régionale. Et cela, soit dit en passant, va toucher Taïwan et plusieurs autres endroits qui risquent de manquer de gaz naturel liquéfié. Le Qatar fournissait environ 20% du gaz naturel liquéfié mondial. Maintenant, cet approvisionnement n'est plus disponible comme avant. Qatar Energy, une société d'État, a déclaré un cas de force majeure sur plusieurs contrats d'approvisionnement à long terme avec des acheteurs en Italie, en Belgique, en Corée du Sud et en Chine, en invoquant de graves perturbations à sa capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié. La force majeure signifie ici un événement incontrôlable, une sorte d'act of God, qui l'empêche de respecter le contrat. La rupture du contrat est donc permise dans ce cadre. Cette décision permet à l'entreprise de suspendre ses livraisons sans être considérée comme en défaut. Ces perturbations sont directement liées aux dégâts survenus après que l'Iran a frappé le Qatar, à la suite des frappes américaines et israéliennes contre l'installation iranienne de South Pars, reliée aux installations nordiques du Qatar. Et ensuite, on vend encore tout ça comme un coup de force bien calculé, alors que les conséquences foncent tout droit sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est justement pour cela que, lorsque Donald Trump continue d'affirmer qu'il participe à telle négociation, qu'il travaille à tel accord, la réaction venant d'Iran met encore davantage en lumière le caractère mensonger de tout cela. Leur position est claire depuis le premier jour, et n'a pas changé. Des gens comme eux n'en viendront jamais à un accord avec des gens comme ceux d'en face, ni maintenant, ni jamais. Ils vont même jusqu'à se moquer en disant que les conflits internes aux États-Unis ont être atteints à un point où Washington négocie maintenant avec lui-même. Ils disent aussi très clairement qu'il ne faut pas appeler une défaite un accord, que les investissements américains dans la région, de même que les anciens prix de l'énergie et du pétrole, ne reviendront pas, et que tout ne pourra redevenir comme avant que lorsque l'idée d'agir contre le peuple iranien aura complètement disparu de l'esprit d'en face. Plus tôt, l'Iran avait aussi énoncé ce qu'il considère comme ses non négociables.
Ces exigences non négociables. Le Trump régime a qualifié cela de laogeable. Donc, chaque fois que Donald Trump et son régime vont devant les caméras pour dire qu'ils ont déjà un deal in principle avec l'Iran, ou que l'Iran serait en train d'accepter telle chose, ou qu'il serait tout près d'un cessez-le-feu de 30 jours, tout cela n'est que mensonge. Ici, very close semble simplement être une façon polie de dire que personne, de l'autre côté, ne confirme quoi que ce soit. C'est aussi pour cela qu'il faut regarder ce que l'Iran dit en ce moment même, ce que le Trump régime dit, et la façon dont les deux camps exposent leur position. Quant à ce que Trump affirme sur cette question, c'est un mensonge complet. Pendant ce temps, ce qui se passe à Bagdad, en Irak, montre aussi à quel point la guerre est en train de s'étendre. Le gouvernement de Bagdad a autorisé les PMF à se défendre après des frappes meurtrières contre un quartier général de milices. Le National Security Council de l'Irak a autorisé les Popular Mobilization Force, les PMF, à répondre aux attaques américaines au nom du droit à la légitime défense. Selon Major News, le média du Zaron's régime, cette décision a été prise après des frappes aériennes contre un poste de commandement des PMF dans la province d'Anbar, à l'ouest de l'Irak, qui ont tué au moins 15 combattants, dont le senior commandé Said al-Baji, et blessé environ 30 autres. Les PMF, un réseau de milices soutenu par l'État et intégré aux forces de sécurité irakiennes, accusent les États-Unis d'avoir mené cette frappe. Cela s'est produit un jour, à peine après des informations faisant état d'un cessez-le-feu de 24 heures entre les forces américaines et les factions de la résistance irakienne. Le bureau du Premier ministre irakien a aussi indiqué que Bagdad convoquerait l'ambassadeur américain pour protester, en qualifiant la frappe de violation de souveraineté. Un ceasefire dont on parle un jour et qui se transforme en convocation d'ambassadeurs le lendemain, c'est vraiment le rythme de gestion qui tape sur le tambour, puis appelle ça la stabilité. Pour être très clair, ce qui vient de se produire ici, c'est que le gouvernement irakien dit essentiellement que ces milices chiites peuvent aller attaquer les États-Unis. Et la question est de savoir si ce n'est qu'une menace ou s'ils sont réellement en train de le faire. La réponse, c'est qu'ils le font réellement. Le Iraqi National Security Council a dit clairement qu'il acceptait de confronter et de répondre aux attaques militaires après une série de frappes américaines meurtrières visant les Popular Mobilization Force à l'intérieur du pays. Les PMF et les milices alignées sur l'Iran ont mené une série d'opérations à l'intérieur de l'Irak depuis le début de la guerre contre l'Iran. Les PMF ont été fondés durant la guerre contre l'État islamique et sont liés au gouvernement. Si l'on regarde l'ensemble du tableau, cela pourrait très bien ramener les États-Unis à la guerre en Irak, de retour à la guerre en Irak. Quand une opération vendue comme une façon de contrôler la situation rouvre en plus un ancien front, ce n'est plus une stratégie, c'est une catastrophe en reprise. Et si quelqu'un se demande encore ce qu'ils vont réellement faire, ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures répond déjà à la question. Les groupes pro-iraniens en Irak ont diffusé des images montrant des drones FPV visant la base Camp Victory à Bagdad, en Irak. Dans ces images, on voit le radar AN, MPQ, 6-4 être frappés, et le second drone semble viser 2 hélicoptères Black Hawk U-60. Les drones utilisés par les groupes soutenus par l'Iran se contentent de survoler les lieux, dans une démonstration ouverte de provocation, et toute la scène est filmée. Ensuite, ils en font même des hype vidéos, comme pour montrer qu'ils peuvent détruire à peu près tout ce qu'ils veulent, presque à volonté, directement sur place. Rien ne les abat, rien ne les arrête. Il suffit de regarder ce qui se passe pour comprendre à quel point la situation est grave. Affirmer qu'on a le full control alors que l'adversaire tourne sa bande-annonce juste au-dessus de vos têtes, c'est vraiment le style conférence de presse version Trump. Si vous avez déjà essayé du bouillon d'os et détesté le goût, il faut oublier tout ce que vous pensiez savoir sur le bouillon d'os parce que le commanditaire suivant est une marque qui en fait un si bon qu'il devient difficile d'arrêter d'en boire. Ce balado est commandité par Brodo. Le bouillon d'os de Brodo est une amélioration nutritionnelle très simple à intégrer à sa routine quotidienne. Leur bouillon est préparé à partir de zéro, sans concentré, sans agent de conservation, sans raccourci, donc c'est le meilleur bouillon que l'argent puisse acheter. Brodo a été fondé par le chef Marco Canora, lauréat d'un prix James Beard. Il y a 11 ans, il a commencé à servir du bouillon d'os par la fenêtre de son restaurant à New York. Aujourd'hui, Brodo livre partout au pays, donc il n'est pas nécessaire d'être à New York pour profiter du produit du chef Marco. Dans le sampler pack envoyé par Brodo, la saveur qui ressort le plus
et leur bouillon d'os de poulet. Honnêtement, c'est impressionnant, et ça vaut la peine d'essayer. Chaque tasse de broc d'eau offre environ 10 grammes de protéines d'aliments entiers, ainsi que des acides aminés favorisant la production de collagène, des électrolytes et des nutriments qui soutiennent la santé intestinale, l'immunité, les articulations, la peau et le bien-être général. Le tout sous la barre des 50 calories, sans sucre et sans gras. La question, c'est de savoir si le bouillon est vraiment bon pour la santé ou s'il ne s'agit que d'une mode exagérée. Mais contrairement aux lubies santé qu'on voit sur Instagram, le bouillon d'os existe depuis des siècles, donc ce n'est pas une nouveauté artificiellement gonflée. Une étude de 2025 montre même que les acides aminés contenus dans le bouillon aident à réparer les leaky guts et à renforcer le système immunitaire. Remplacer la collation du milieu d'après-midi par une tasse de broc d'eau apporte réellement une différence marquée pour le reste de la journée. Quand on prend du broc d'eau, le maintien de l'énergie ne se compare pas à quand on n'en prend pas. Broc d'eau offre actuellement 8 saveurs différentes, et le sampler pack est une bonne façon de déterminer laquelle convient le mieux à chacun. Broc d'eau se présente comme le best broth on the planet. Ceux qui veulent l'essayer peuvent aller sur brodo.com/midas pour obtenir 20% de rabais sur une première commande par abonnement et utiliser le code MIDAS pour enlever $10 de plus. Autrement dit, brodo.com/midas donne 20% de réduction sur le premier abonnement, plus $10 supplémentaires avec le code promo MIDAS. Maintenant, en regardant du côté du président iranien Massoud Pezeshkian, on voit qu'il a parlé avec le Premier ministre de l'Inde, le Premier ministre du Pakistan et plusieurs autres dirigeants. Le message transmis hier est très clair. Le monde assiste à l'éveil des peuples dans de nombreux pays. Les populations du Pakistan, de la Turquie, de l'Irak, du Liban, de l'Égypte et des pays arabes expriment haut et fort leur dégoût envers les États-Unis, Israël et leurs crimes. Le cœur des gens libres à travers le monde n'est pas avec les zionistes. Et la stabilité dans la région ne peut être obtenue que par la coopération et le respect de la volonté des nations. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que Donald Trump continue de répandre cette propagande selon laquelle un peace deal avec l'Iran serait pratiquement bouclé, que tout irait bien, qu'il parlerait avec telle ou telle personne, qu'un cessez-le-feu de 30 jours serait tout proche, et même qu'hier, Trump a affirmé que l'Iran lui avait offert un prize, un gift, un présent. Quand le terrain est géré avec des accessoires de scène et des slogans, Present ressemble davantage à une réplique qu'à la réalité. La réponse de l'Iran à cette fanfaronnade a pris la forme d'une vidéo dont le message, en gros, était « Voilà le vrai cadeau pour Donald » et ce qu'il lui envoyait, c'était un missile balistique visant Bill, en Irak. Cette image rappelle très clairement la façon dont Trump affirmait, comme par miracle, que tout allait simplement disparaître, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'il se donnait lui-même la note A et que tout allait parfaitement bien. Mais justement, à force de ne pas affronter la réalité, de ne pas dire la vérité, tout n'a fait qu'empirer, encore et encore, jusqu'à sortir de contrôle, y compris des situations qui auraient pu être réglées. Cette manière de gouverner est toujours remarquablement constante. Polir le message d'abord, vérifier les conséquences ensuite. Les États-Unis n'auraient jamais dû être dans une guerre contre l'Iran au départ. Cette guerre est unlawful. Elle n'a pas été autorisée par le Congrès. Alors, pourquoi les États-Unis sont-ils là? Quel est l'objectif? Qu'essaient-ils réellement d'accomplir? Trump a déjà dit qu'il avait obliterated toutes les armes nucléaires en juin dernier. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, de prétendre qu'il faut intervenir pour éliminer les nukes, alors que lui-même disait auparavant qu'elles avaient déjà été détruites? Quand il faut vendre deux versions contradictoires de la même histoire, le problème ne vient pas de la mémoire du public. Les États-Unis sont là, selon Marco Rubio, parce que Netanyahou aurait dit qu'il allait frapper l'Iran en premier et que l'Iran attaquerait ensuite les États-Unis. Donald Trump a entendu ça et en a conclu que les États-Unis allaient avancer avec Netanyahou, side by side. Les États-Unis sont donc entrés, ils ont envahi l'Iran a répondu, et maintenant les États-Unis sont coincés dans un quagmire, pendant que la 82e Airborne Division, une force d'élite de parachutistes, se dirige vers le Moyen-Orient. Des milliers de soldats à bord du USS Tripoli, Marine Expeditionary Unit, se dirigent eux aussi vers le Moyen-Orient. Le USS Boxer et d'autres Marine Expeditionary Units ont aussi quitté la côte de San Diego. À San Diego même, on pouvait voir les navires partir.
Les forces des marines expéditions et plusieurs autres composantes militaires se dirigent maintenant droit vers le Moyen-Orient. Et devant nous, c'est toute une série d'horreurs qui se déversent, un événement après l'autre. America First. Alors que la carte des déploiements militaires s'allonge jour après jour, ça sonne de plus en plus comme un slogan de marque plutôt qu'une politique. Il faut aussi tenir compte de l'analyse rapportée par Donna et Zandari, parce qu'elle montre que certaines personnes dans le Golfe commencent à se demander ce qu'il reste réellement de la valeur de la relation avec les États-Unis après la guerre contre l'Iran. C'était inévitable dès le moment où Trump a fait quelque chose dont les conséquences retombaient d'abord sur eux. Comme l'écrit Naïf Nahar, il y a 2 jours, Trump a retardé une frappe contre l'infrastructure énergétique iranienne par crainte des fluctuations des prix sur le marché américain. Mais pendant plus de 20 jours, il a regardé les sociétés du Golfe encaisser des missiles iraniens les uns après les autres. Il a vu les économies du Golfe subir des pertes de dizaines de milliards de dollars sans que cela ne le pousse à modifier ses décisions. Lorsque le Qatari Minister of Energy a averti son homologue américain qu'une frappe contre les champs gaziers iraniens entraînerait inévitablement des représailles contre les champs gaziers du Golfe, cet avertissement a été ignoré. Ils ont frappé l'Iran quand même, puis ils ont laissé les Gulf States faire face seuls à leur sort sous les missiles iraniens. Frapper les champs gaziers de l'Iran n'a créé aucun avantage stratégique, mais a au contraire provoqué des pertes massives pour le secteur énergétique du Golfe, alors qu'au bout du compte, ce sont les compagnies gazières américaines qui en profitent. Ce qui intéresse réellement Trump, c'est le détroit d'Ormuz ou le prix du pétrole. À ses yeux, les sociétés du Golfe ne valent même pas un seul baril de brut. Quand la seule priorité, c'est le tableau des prix de l'énergie, tous les discours sur les alliés se transforment très vite en morale louée à l'heure. En parallèle, l'Iran tente de lancer un appel aux pays du Golfe, en disant que c'est le moment de s'unir, que c'est le moment de se tenir ensemble et qu'il a besoin de ce soutien plus que jamais. Bien sûr, c'est de la propagande. En temps de guerre, il y a de la propagande. Et même en temps de paix, malheureusement, il y en a aussi. L'important, c'est d'essayer de la traverser pour voir l'histoire réelle. Mais il faut aussi reconnaître qu'une partie de la guerre consiste à gagner la bataille de la communication. Voilà pourquoi, lorsque Pete Hegseth s'est présenté devant les médias hier et a déclaré qu'il négociait avec des bombes, qu'il mettait la main sur la manette et poussait à fond, que leurs appareils restaient au-dessus de l'Iran en attendant l'ordre de faire pleuvoir la mort, il ne s'agissait pas d'une exagération, mais bien de phrases dites telles quelles. Et l'Iran n'a eu qu'à s'en emparer, puis à dire à sa population et aux autres pays arabes « Voilà ce que les États-Unis disent, voilà ce que Netanyahou dit, voilà ce qu'ils font, regardez par vous-même. » Une salle de presse qui rédige elle-même les éléments de propagande de l'adversaire, c'est effectivement un gain de temps appréciable pour le camp d'en face. L'Iran utilise maintenant toutes ces déclarations pour transmettre le message qu'il s'agit d'un régime dérangé et dément aux États-Unis, dirigé par Donald Trump, et que les alliés ont été trahis. Voilà leur message. Pendant ce temps, Donald Trump continue d'aller devant les caméras en disant qu'il a reçu des gifts et des présents de l'Iran, mais que si l'Iran ne lui donne pas d'autres cadeaux, il bombardera volontiers ses infrastructures. Transformer une menace de bombardement en langage de négociation pour ensuite appeler ça de la force, ça révèle surtout une dépendance profonde à la mise en scène politique. Ce qui est dit publiquement ici relève en soi de war crime. Ce n'est pas seulement parler de war crime, c'est les annoncer et les commettre en même temps. Cela apparaît clairement dans ce qui se passe au Liban, à Gaza, dans le fait de frapper une école primaire, puis d'essayer de cover it up. Ce régime continue de dissimuler. 165 little girls ont été tuées, pendant que les Epstein Files restent cachés, pendant que des prédateurs visant des little girls existent ici même, aux États-Unis. Tout cela est réellement sickening. C'est écœurant de voir cela en tant qu'Américain, écœurant de voir cette faiblesse, écœurant de voir à quel point les États-Unis paraissent faibles à l'extérieur. Ce n'est pas l'image de la force. Trump peut penser que cela lui donne l'air d'un tough guy, mais dans les yeux du reste du monde, tout cela apparaît simplement comme pathétique et weakness. C'est une mise en scène de la force, mais ce qui en ressort, c'est une high-tay weakness. Et il suffit d'un instant pour voir que l'Iran comprend très bien qu'il a mis Trump sur la défensive. L'Iran voit très bien la manière dont les États-Unis inventent des histoires comme ce cessez-le-feu de 30 jours, alors qu'il n'y a aucune raison pour l'Iran d'accepter une telle pause si c'est pour permettre aux États-Unis de s'en servir pour frapper de nouveau et accumuler encore des munitions. L'Iran n'est pas dupe du fait que toutes ses intentions ont été télégraphed publiquement. Et il est tout à fait possible
qu'il ait aussi accès aux messages internes américains, parce que les gens de cet appareil utilisent eux-mêmes Signal et d'autres applications que des gens leur avaient pourtant déconseillé d'utiliser. Parler trop, se vanter trop tôt, puis exposer en plus le rythme du calcul militaire, c'est le modèle parfait de la fermeté au micro. Le dernier point, et il est très important, c'est qu'à ce stade, on ne parle même pas encore vraiment de la mer Rouge, mais très bientôt, il faudra en parler, parce que les Houthis n'ont même pas encore été activés, alors qu'ils pourraient l'être presque instantanément, en quelques heures, voire en quelques secondes. Si cela se produit, la mer Rouge sera fermée. Le détroit et la mer Rouge seront bloqués, alors que des navires s'y trouvent encore. Et l'Iran tient maintenant le détroit d'Ormuz d'une main de fer. Le message iranien devient aussi de plus en plus direct. Ali Akbar Ahmadian adresse aux soldats américains un message très clair. Approchez-vous davantage. Depuis des années, ils attendent l'entrée des forces américaines au point désigné. Depuis plus de 2 décennies, ils s'entraînent à la stratégie de guerre asymétrique, précisément pour ce moment. Et maintenant, le seul message qu'ils ont pour les soldats américains est celui-ci. Approchez-vous davantage. Un autre Iranien officiel, Alisei Jalil, insiste aussi sur le fait que celui qui parlait autrefois de régime change et de la fragmentation de l'Iran espère maintenant que quelqu'un, en Iran, acceptera de dialoguer avec lui. Mais même cela, selon cette lecture, ne serait qu'une tentative de tromperie. Quand l'adversaire en vient à croire que Washington se piège lui-même dans ses propres paroles, ce n'est pas de la puissance, c'est le cadeau d'une propagande qui a trop forcé le trait. C'est l'ensemble du tableau qui se dessine ici.